Bonjour Barbara, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cap Réussir. J'ai beaucoup de parents dans la communauté de Cap Réussir qui se posent plein de questions au sujet des AVS, qu'on appelle d'ailleurs autrement maintenant, tu vas nous expliquer ça, et auxquels je me suis dit que tu pourrais répondre. Alors, tu peut-être nous te représenteras après en expliquant un petit peu ton rôle, mais on va tout de suite commencer par la première question, c'était comment fait-on pour avoir le droit à une AVS? Alors bonjour Karine et bonjour à tous. Alors c'est très simple. On dit plus AVS aujourd'hui, on dit AESH, c'est d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il suffit de déposer, enfin il suffit, tout est relatif dans le mot suffire, de monter un dossier pour la MDPH. Et là, je vais conseiller à ta communauté de se rapprocher des enseignants référents parce qu'ils vont pouvoir aider les parents, parce qu'il n'y a que les parents qui peuvent déposer le dossier, ils vont pouvoir les aider à monter le dossier, à le remplir correctement et à récupérer toutes les pièces nécessaires. Notamment, il y a une partie GEBASCO, donc une partie scolaire qui est importante pour faire cette demande. D'accord. Et comment on fait du coup pour prendre contact avec l'enseignant référent alors? Sur tous les sites de la DSDN, normalement, il y a tous les enseignants référents par secteur. Si jamais vous n'y arrivez pas parce que moi, je ne les trouve pas très intuitifs, ces sites. Rapprochez-vous des directeurs d'école, ils sauront vous dire. D'accord, super. Oui, alors du coup, là, tu nous parles de la MDPH. Donc, et toi, quel est ton poste exactement? Est-ce que tu travailles pour la MDPH? Qui es-tu et que fais-tu? Alors non, je ne travaille pas pour la MDPH. Mon travail à moi, je suis coordinatrice PIAL départementale. Donc, les PIAL, ce sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Alors, on a entendu beaucoup de mal sur ces pôles, mais ils ont aussi beaucoup de choses positives derrière. C'est-à-dire que ça permet d'affecter un groupe d'AESH sur un pôle très précis. Donc, les AESH savent, dès le début d'année, en signant leur contrat, sur quel type d'établissement elles peuvent être affectées. Ça nous permet aussi de les former, quelquefois même de les spécialiser sur des niveaux scolaires, parce qu'on n'accompagne pas un élève en situation de handicap de la même manière en maternelle ou au lycée. Donc, ça demande des compétences différentes et nous, on les accompagne et on les forme. Et on forme C'était une des localement. questions aussi. C'est-à-dire… Alors, je t'interromps, excuse-moi. Tu parles des formations différentes selon les niveaux. J'avais une question aussi qui était quelles sont les exigences que l'on peut avoir d'une AVS qui suit un élève avec un TDAH? Existe-t-il des formations spécifiques pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages? Alors maintenant, le recrutement des AESH se fait et professionnalisé. Donc, on recrute au niveau bac. Ou alors, il faut un diplôme d'aide à la personne, donc très spécifique. À partir de là, quand on les embauche, nous, on va faire 60 heures de formation d'adaptation à l'emploi. C'est la loi, c'est une obligation. Donc, quel que soit le département, elles auront 60 heures de formation. 60 heures. Et on va balayer à peu près tous les troubles sur lesquels elles peuvent être confrontées. Après, au sein des PIAL, on va répondre localement aux besoins. C'est-à-dire qu'elles sont réunies en début d'année, elles vont remonter les besoins en formation qui sont spécifiques et qui sont liés à leur pratique. Et à partir de là, on va pouvoir construire d'autres modules, des modules de formation continue, là pour les AESH qui peuvent être déjà en poste depuis quelques années, mais qui ont besoin de remise à niveau, qui ont besoin de se spécialiser sur un trouble qu'elles ne maîtrisent pas. Alors, ok, merci. Donc, tu nous parlais de la formation des AVS. On va parler AVS, AESH. C'est vraiment, on est bien d'accord que c'est qu'une histoire de changement de nom, que leurs fonctions restent les mêmes. C'est le même rôle par rapport à ça, entre AVS et AESH. Au niveau des missions et de leur rôle, oui, ça n'a pas du tout changé, pas du tout évolué. C'est vraiment plutôt dans la professionnalisation que les choses changent, ne serait-ce que sur leur contrat, puisque maintenant, ce sont des CDD de 3 ans qui sont renouvelables une fois avant CDIsation. Donc ça, c'est vraiment pour elles, ça change. Et la mise en place d'une formation continue qui n'existait moins avant. Et puis, on va essayer de créer aussi un sentiment d'appartenance au PIAL et faire des échanges de pratiques assez importantes au sein des PIAL pour qu'elles apprennent ensemble aussi. D'accord, super, bien. Et du coup, c'est toujours pareil, on a toujours ce qu'on appelle les AVS, enfin AESHI, M, mutualisées, individuelles, collectives. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Au niveau de la MDPH, lorsque vous faites une demande d'AESH, soit ils vont vous notifier une AESH individualisée. Ça veut dire que l'aide doit être soutenue et continue auprès de votre enfant. Il n'est pas autonome. Dans ces cadres-là, la MDPH va notifier un nombre d'heures particulier.
Ça peut être AESH individualisé 10 heures, 12 heures, 15 heures ou temps complet de scolarisation. À l'inverse, on a l'AESH mutualisé, ça veut dire que l'aide n'est pas soutenue et continue. Il y a des besoins qui sont ponctuels qu'on va attribuer sur un nombre d'heures en fonction des besoins et en fonction des disciplines. Et elle peut être mutualisée avec plusieurs autres aides. Ça veut dire qu'une AES mutualisée, sur la notification, lorsqu'on notifie une AESH pour un enfant mutualisé, il n'y a pas le nombre d'heures. C'est après l'organisation selon interne, en fait. Le nombre d'heures pour une AESH mutualisée. Il n'y a pas de nombre d'heures. Non, il n'est jamais précisé. Et là, vraiment, en fonction des départements, il y a des disparités. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, c'était une question aussi. Quel est le nombre d'enfants que peut gérer une AVS mutualisée? Et du coup, dans le même ordre d'idée, c'était comment faites-vous pour vous occuper de 8 enfants par semaine? J'avais une personne qui m'a dit, de ce que j'ai compris, qui est AESH et elle a 8 enfants. Est-ce que ça, c'est possible et comment ça se passe? Dans le département, on n'a pas jusqu'à 8 enfants. Elle peut avoir 3 élèves dans une classe pendant 12 heures dans la semaine et 3 autres élèves dans une autre classe pendant 12 de sa quotité horaire. Ce qui veut dire qu'au final, elle s'occupe de 6 enfants, mais ce ne sera pas en même temps. Ça va être sur des horaires différents, des classes différentes. Il n'y a pas de souci. Maintenant, 8 enfants en même temps, on est plutôt dans le cadre d'une AESH collective. Donc, dans des dispositifs ULIS, où là, elle peut s'occuper de l'ensemble des élèves du dispositif. Tous les enfants sont en situation de handicap, mais l'enseignant spécialisé va pouvoir travailler également, gagner et faire gagner en autonomie, notamment dans le cadre des inclusions. Mais il faut comprendre que la mission première d'une AESH, c'est que l'élève gagne en autonomie. C'est être outil pour que l'élève ait de moins en moins besoin de l'AESH. Et ça, c'est quelque chose qui est perdu de vue parce que l'AESH, elle n'est pas là pour que l'élève ait des meilleures notes à l'école. Elle est là pour handicap. Et pour mettre en place des outils, parce que autant vous vous dites qu'ils sont petits, ça va être bien et tout ça, mais à mesure, un enfant en situation de handicap va aussi faire sa crise d'adolescence. Et avoir quelqu'un, un adulte en permanence à ses côtés, ça peut être aussi quelque chose de très difficile à gérer. Plus tôt on a mis en place des outils et plus tôt on a besoin de l'AESH, et mieux c'est. Voilà. Et c'était une question suivante d'ailleurs. Il y a beaucoup, enfin c'est souvent d'ailleurs ce que tu disais au niveau des collégiens, où le jeune lui-même rejette son AESH, son AVS, n'a plus envie de travailler avec, envie de se débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Enfin ça, c'est-à-dire des soucis relationnels entre le jeune et son AESH, ou des fois c'est entre l'AESH et l'enseignant. Enfin, est-ce que tu as des petits conseils à donner comme ça quand il y a des petits soucis relationnels? Alors ça fait une grosse partie de mon travail. C'est-à-dire que moi, j'accompagne dans ces cas-là les équipes et les AESH pour essayer de faire du lien et quelquefois repositionner les missions de chacun et apporter des aides très ponctuelles ou apporter une formation. Ça, c'est vraiment concrètement la partie la plus intéressante d'ailleurs de mon travail. Accompagner sur le terrain, c'est trouver des solutions, c'est mettre en place des outils, c'est créer du lien, soit avec l'AESH et les équipes, soit quelquefois avec les parents qui ont du mal à comprendre le rôle et les missions de l'AESH. Elle est là pour compenser un handicap, elle n'est pas là pour faire à la place de l'enseignant, elle n'est pas là pour réexpliquer une leçon, ça ne fait pas partie de ses missions. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, elle est là en fait pour développer l'autonomie de l'enfant. C'est un des rares métiers où on apprend en fait à se passer de Exactement. Soi. Ouais, c'est ça qui… Et c'est ça, exactement. L'objectif unique, c'est ça. Ouais. Et du coup aussi, la question c'était, est-ce que c'est vrai que les AESH n'ont pas le droit de parler aux parents en dehors de l'école? Ça, on parlait relations. J'avais une question comme ça. Alors, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit. Ouais. Alors oui, on leur demande de ne pas donner leurs coordonnées en fait aux parents. On s'est retrouvé confronté à des situations un peu complexes où des familles ont envahi un peu l'espace privé des AESH et elles n'ont pas réussi à se détacher. Il y a un affect qui devient trop important et le rapport professionnel n'y est plus. Il n'y a plus le recul justement pour gagner en autonomie. Et puis on demande
surtout à ce que ce soit les enseignants qui sont en première ligne, parce que ce sont eux qui mettent les adaptations pédagogiques, ce sont eux qui décident des objectifs pédagogiques, et l'AESH, c'est le bras armé de l'enseignant, mais elle ne prend pas ce type de décision. Elle n'a donc pas à avoir de lien direct avec les familles. Oui, c'est ce que tu dis en fait, parce que le souhait, c'est que la conversation, la communication reste au niveau pédagogique, qu'on n'aille pas sur un autre domaine, un autre terrain. C'est ça l'idée. Et justement, tu parlais quand l'affect est trop fort. C'était une autre question, c'était, je sais plus comment c'était formulé, mais on veut changer la AESH de mon enfant pour la rentrée prochaine, mais nous on veut pas, ça se passe bien, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on peut pas refuser ce changement? Tout ça, ça se travaille avec les enseignants référents. Donc, il faut vraiment bien travailler avec eux et bien leur expliquer. Il y a des moments où je change après avoir discuté avec l'enseignant référent, les équipes et l'AESH, parce que l'affect est devenu tellement important. L'AESH, elle a tendance à anticiper les besoins de l'élève et à ne plus avoir le recul professionnel nécessaire. Et ça, du coup, c'est dommageable dans ce gain d'autonomie pour l'élève. Donc, on va expliquer aux familles pourquoi on change d'AESH et on essaye le plus possible, puisque là, c'est anticipé, on sait qu'on va changer et pour quelles raisons on le fait, de lisser avec celle qui prendra le relais. Ça permettra d'avoir un œil nouveau et ça permettra de retravailler l'objectif initial, c'est-à-dire gagner en autonomie. En fait, quand on il y a du coup sur lesquels on ne le fait pas. Par exemple, trouble du spectre de l'autisme, alors pas dans tous les cas, mais souvent on évite de le changer. En tout cas, on essaie de le changer au bout de 3-4 ans. On va finir par le faire, hein. C'est toujours le même principe, hein, pour que l'élève continue à gagner en autonomie et pour qu'il n'y ait pas non plus un sentiment d'appartenance de l'AESH. Parce que les parents, ils ont aussi cette tendance-là, ce qui est normal, hein, on rentre dans l'affect, c'est leur enfant, il est déjà en situation de handicap, c'est compliqué, on veut le meilleur, ça se passe bien, on veut garder la même AESH. Mais nous, on a un objectif pédagogique derrière. Et ça, on le ramène souvent, et c'est pour ça, ce gain d'autonomie pédagogique, il est important pour eux. Donc, les enfants de troubles du spectre de l'autisme, on le fait vraiment pas, on le travaille. Ce changement, on le travaille. Il y a les troubles du comportement et de la conduite aussi, parce que là, dans ce cadre précis, l'affect c'est très important. Et quand ça peut marcher, on va le tenir. Mais on ne va pas le tenir non plus sur 5-6 ans. D'abord parce que c'est un trouble qui épuise aussi les professionnels et qu'il faut que l'élève apprenne aussi à s'adapter à de nouveaux visages et on essaye de soulager aussi nos AESH. Il y a deux choses importantes, je trouve, dans ce que tu dis que je retiens moi. C'est d'un côté ce gain d'autonomie. En fait, peut-être ce qu'on peut conseiller aux parents, s'il y a une décision que vous ne comprenez pas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, se poser cette question. Est-ce que cette décision a été prise pour permettre à mon enfant de développer son autonomie? C'est peut-être ça, en fait, qui permet d'avoir un autre regard, de faire un pas de côté pour voir autrement la situation. Peut-être la première chose. Et puis, la deuxième, tu disais, il y a un attachement qui est très fort. Et du coup, finalement, on risque parfois de se retrouver un petit peu comme à la maison, où quand on connaît tellement bien nos enfants, qu'on devance, on comprend et on va répondre à leurs besoins avant même qu'ils les formulent. Et on le fait avec cet instinct maternel, même qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est vraiment l'instinct maternel de prendre soin, de materner l'enfant. Et c'est peut-être ça, du coup, comme cet instinct maternel peut-être qui rassure tant les parents, il devient trop fort et il prend le pas sur le côté pédagogique, c'est peut-être là, du coup, que vous intervenez. Voilà, exactement. Les changements. Ouais, d'accord. C'est là que les changements s'opèrent la plupart du temps. Et c'est là où il faut vraiment l'expliquer aux parents parce que cette communication et cette explication, elle prend sens et elle est mieux acceptée si on prend le temps de communiquer. Vers qui on peut les envoyer? Alors, l'enseignant référent, c'est ça? C'est qui l'interlocuteur privilégié d'un parent dont l'enfant a un accompagnement par une AESH? Qui leur interlocuteur? Alors, pour moi, c'est l'enseignant référent. C'est vraiment lui qui fait le lien. Il fait le lien avec les familles, il fait le lien avec l'institution, il fait le lien avec la MDPH. Maintenant, il n'est pas le seul, hein. C'est vraiment un travail d'équipe collaboratif. C'est important parce que ça ne permet de pas assumer seul ou de prendre de mauvaises décisions, mais de se dire on a eu un regard croisé sur l'enfant et la décision, elle a été prise en équipe. D'accord, oui. Des petites questions après plus, on va dire, techniques ou terre à terre, ce sera peut-être plus la MDPH. Est-ce que tu sais, en moyenne, d'un département à l'autre, est-ce que c'est très variable le temps de traitement du dossier, à partir du moment où les parents déposent un dossier pour faire une demande d'AESH?
et le moment où ils reçoivent la notification? Ça dure à peu près combien de temps? Alors, c'est vraiment variable d'un département à l'autre. Moi, j'ai quelques départements où ils sont très rapides. En 3-4 mois, tout est bouclé et la notification tombe. En ce moment, je sais que les MDPH sont en train de changer de logiciel. Donc, comme tout changement, ça rend quelquefois les choses compliquées avant de s'approprier l'outil. Et on a un petit peu de retard. Nous, par exemple, sur notre département, on est à 6-8 mois. Mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre d'ici peu. La moyenne est plutôt de l'ordre de 3-4 mois. D'accord. Et du coup, là, il y a les parents, on est en mai, tu vois, c'est 3-4 mois, ça veut dire qu'on peut espérer que pour septembre, là, la notification soit tombée. Voilà. Comment ça se passe vient juste si à la d'être rentrée, ils déposé? n'ont pas de notification? Alors, généralement, avec les enseignants référents, on essaie de préparer et projeter les besoins au niveau des AESH avant même que la notification tombe. Comme ça, quand elle va tomber, on saura à peu près quels sont les moyens humains qu'on va pouvoir mettre en place et qui et comment. Donc, on essaye de l'anticiper le plus possible, en sachant qu'on n'est pas sûr que la MDPH aille dans le sens de la demande. Donc, on travaille dans ce sens-là. En début d'année, généralement, il n'y a pas de souci. On arrive à mettre en place les notifications qui arrivent en septembre, octobre, novembre. Jusqu'à décembre, on s'en sort pas trop mal. Là où la chose se complique, c'est quand les notifications arrivent au mois de janvier, qu'on a déjà mis à peu près partout nos AESH et qu'on n'a pas de budget supplémentaire au sein des pôles. Donc, il faut qu'on réorganise. Et c'est là qu'interviennent à nouveau les enseignants référents, puisque eux auront fait des ESS et ils nous auront dit là où les élèves ont gagné en autonomie et où on peut récupérer du temps d'AESH pour le positionner sur d'autres élèves qui viennent d'être notifiés. Donc, on retravaille les emplois du temps, on retravaille les affectations et on essaye de couvrir l'intégralité des besoins. Oui, donc ça, c'était une question suivante. C'était que faire lorsque l'enfant a obtenu une notification d'AESH et en fait qu'il n'y a personne à mettre en face? C'est ce que tu nous dis, c'est souvent des questions de budget. Et là, du coup, ça va être au PIAL, au DSDEN, etc., de réorganiser. Voilà. Exactement. Alors, certains me disent, ah bah oui, c'est ça, les PIAL, c'est pour gagner des moyens et puis répartir autrement. Non, parce qu'on a toujours en tête cette autonomie de l'élève. Donc, l'objectif, comme on l'a toujours nous, c'est qu'à l'issue des ESS, les enseignants référents nous disent, ben là, il a gagné en autonomie. Quelquefois, c'est 1-2 heures, il n'a plus besoin sur cette discipline où on a gagné l'après-midi, il se gère sur les activités en école élémentaire, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir récupérer du temps. Il faut se dire qu'on a à peu près, nous, sur notre département, 20 à 30 notifications mensuelles nouvelles qui arrivent. Donc, on ne va pas recruter autant d'AESH à chaque fois parce qu'à la fin, il y aura plus d'AESH que d'enseignants. Ce n'est pas un AESH auprès de chaque élève. Voilà, je redis, et c'est mon leitmotiv, c'est autonomie de l'élève. Donc, c'est plutôt quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour compenser après. Il y a des AESH qu'on ne pourra jamais enlever, mais il y en a où, par contre, ça marche très, très bien. Petit à petit, on arrive à un désétayage et l'élève est tout à fait autonome. Oui, ça répond un petit peu à une question qui disait comment y avoir droit si j'en avais besoin pour mon fils de 10 ans, mais on m'a filé un ordinateur et précisé que c'était déjà pas mal. Donc là, c'est sans doute ce que tu dis par rapport à l'autonomie. En fait, je pense que c'est ça l'idée. On a supposé que l'ordinateur allait suffire pour compenser les troubles et permettre à l'enfant de devenir autonome. C'est ça, exactement. Mais là, c'est une décision de la MDPH. Donc, c'est vraiment soit on considère que malgré l'ordinateur, l'outil n'est pas suffisant et puis on refait une demande auprès de la MDPH pour une aide humaine. Mais là, c'est plutôt vers des spécialistes type ergothérapeutes qui vont pouvoir aider à maîtriser l'outil. Et quand il y a une maîtrise de l'outil, c'est génial. Mais c'est, j'avoue, très difficile au sein du collège de le mettre en place. Il y a changement d'enseignant, changement de classe, il faut penser à la batterie. C'est des logiciels qui ne sont pas toujours pratiques, mais il y a plein de choses qui se développent. Des logiciels vocaux, des souris scanners qui permettent justement que pour des enfants 10, le prof donne un polycopier, la souris scanner va tout scanner, ça va être ressortir sur l'ordinateur et avec un logiciel vocal après derrière, la lecture en sera simplifiée et pour l'élève, il pourra y trouver son compte. Et là, on gagne en autonomie. Il n'y a pas besoin d'aide humaine, mais l'outil informatique est suffisant. Mais il faut pouvoir maîtriser tous ces outils et ça demande du temps. Oui, tout à fait. Et en parlant de temps, enfin une question de temps qui n'a rien à voir, c'est
partir du moment où la famille a une notification pour une AESH et que le recrutement est en train de se faire. Enfin, parlons recrutement. Qui recrute les AESH? La question, c'était à qui je dois m'adresser pour savoir où en est le recrutement, comment ça se passe? Alors ça dépend des départements. Pour le mien, c'est moi qui recrute. Et là, de plus en plus, je vais faire les recrutements avec les pilotes de PIAL, puisque je vais les associer. Donc, ce sont souvent des chefs d'établissement qui ont l'habitude de faire des recrutements également et de gérer du personnel. Donc, on va travailler ensemble de concert et on va pouvoir faire plusieurs recrutements et choisir ce qui sera peut-être plus adapté au groupe. Oui, du coup, après, c'est ce que tu disais aussi, ça peut être un recrutement comme ça peut être une réaffectation de quelqu'un, enfin, d'une AESH qui est déjà en poste, en fait. Ah. Bon, c'est dommage, on est arrivé au bout, on a perdu Barbara juste sur la fin, on était aux dernières questions, voilà, et juste le temps de la remercier vraiment sincèrement de nous avoir consacré ce temps pour répondre à vos questions. Je souhaite de tout cœur que ces réponses vous aient éclairé, vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur ce monde un petit peu inconnu des AESH, des AVS, des AESH, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir ou je me tournerai à nouveau vers Barbara pour lui demander sa réponse. Je souhaite de tout cœur en tout cas qu'il n'y ait pas eu trop de couac au niveau enregistrement, au niveau réseau, au niveau son, que vous avez entendu clairement ces réponses qui étaient vraiment très très précieuses, intéressantes, pertinentes et je pense très claires. Elle nous a parlé plus d'une fois des enfants 10 et TDAH et à ce sujet, si vous voulez en savoir plus, voir un petit peu quelle différence entre PAP, PPS, quels aménagements mettre en place dans la classe, à l'école ou au collège, je vous renvoie vers ma playlist spéciale enfants ayant des troubles des apprentissages. On se retrouve tout de suite par ici. À très bientôt. Bye.